Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur ITV dans l'actualité de ce mercredi. Le secteur de la santé en ébullition. D'abord, les sages-femmes qui boycottent les services dès demain, une manière de constituer un bloc pour défendre leur position en ce temps de crise. Plusieurs syndicats de la santé ont décidé de rallier le mouvement de lutte porté par l'Alliance Andegesem. Ils se disent tous déterminés à faire valoir leurs besoins et attentes de la tutelle. Et les choses ne s'apaisent pas non plus à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La coordination des étudiants maintient le bras de fer avec les autorités universitaires et nous ferons le point dans quelques instants. En fin d'édition, une nouvelle découverte Boudania, notre correspondant à Guédiawaye nous emmène à Niolofen, un quartier de la banlieue créé dans les années 70. Alors demain, les sages-femmes vont boycotter les maternités au devant de l'actualité depuis le décès d'Aste Sorna à l'hôpital de Louga. Elles se sentent mal jugées et injustement accusées. L'association des sages-femmes d'État indexe également la position du ministère de la Santé dans ce dossier à Issatokan. Pour dire halte aux violences faites aux sages-femmes, que plus jamais ce lynchage médiatique en série ne se reproduise, l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal décrète une maternité sans sage-femme ce jeudi 21 avril 2022. Elle alerte sur les risques de paralysie du système sanitaire. Nous marquons notre soutien indéfectible à nos collègues de Louga qui ne doivent pas être les agneaux du sacrifice. Et nous en appelons à une maternité sans sage-femme le jeudi 21 avril 2022 dans toute l'étendue du territoire. Également tous à Louga le mercredi 27 avril derrière les sages-femmes lors du procès. Remontée et sidérée par la sortie qu'elle considère inopinée du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, la présidente de la dite association, estime que les sages-femmes n'accepteront pas d'être les agneaux du sacrifice. Conséquences innommables qui incombent exclusivement et entièrement à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui, sans état d'âme, s'est substitué à la justice en condamnant lors d'une audience publique 6 sages-femmes de la plus infâme des crimes. Sa sortie inopinée et les réactions dans les réseaux sociaux ont fait que toutes les sages-femmes, partout où elles se trouvent, se sentent menacées et ne jouissent d'aucune garantie de sécurité dans l'exercice de leur travail. Il reste que les cris du cœur des Sénégalais ne les ont pas laissés indifférents. Bigué Bambodj fait des précisions sur la formation des sages-femmes. Nous nous protégerons et nous n'avons jamais protégé une sage-femme. Et que ce soit dans la formation, dans la pratique de tous les jours, on n'a jamais appris à une sage-femme à avoir un comportement déplacé. Dans notre formation, on nous apprend l'empathie, on nous apprend à être avec les gens, on nous apprend à pouvoir se mettre à leur place. Mais surtout, on nous apprend à tout le temps courir pour qu'aucune femme ne perde la vie et son nouveau-né dans nos maternités. Et nous nous y attelons tous les jours pour que toutes les personnes qui travaillent avec nous, qu'on puisse les formater, qu'on puisse les former, qu'on puisse les conseiller pour qu'elles sachent comment se comporter. Silence, on nous agresse, on n'est pas vos ennemis. Pourquoi vous nous agressez? Qui, pour gérer notre sécurité? Autant de slogans pour porter le combat des sages-femmes qui, aujourd'hui, se sentent acculées et livrées à eux-mêmes depuis l'éclatement de l'affaire Aste Sorna.
Et une dizaine de syndicats de la santé ont répondu par un oui à la journée de grève décrétée par l'Alliance Indegussum et le mouvement devrait d'ailleurs durer 72 heures. Au-delà des revendications habituelles, ces agents de santé s'offusquent contre ce qu'ils qualifient d'acharnement sur le personnel de santé, toujours dans l'affaire Sorna. Astomadoudien, Cédina Mbaye nous en dit plus. Le traitement du décès d'Astou Sorna à la maternité de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Mais les professionnels de la santé, dans tous leurs états, ces syndicalistes disent constater une volonté, pas catholique, des autorités de trouver sans délai des coupables, sans aucune présomption d'innocence. Pourtant, depuis 2 ans, les agents de santé et les sages-femmes en particulier font l'objet d'agressions verbales, physiques, voire de viol, sans aucune mesure de protection de la tutelle et aucun émoi de la population, malgré la marche nationale de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Ces syndicalistes de la santé tirent à boulet rouge sur la sortie d'Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Une démarche motivée selon eux par des calculs politiques. La sortie du ministère de la Santé à travers un réquisitoire au vitriol digne de procureur est très inquiétante. Cette démarche des autorités de la République expose le personnel de la santé à la vindicte populaire dans un pays où la violence devient de plus en plus banalisée. Au lieu de mener des enquêtes impartiales et de prendre des mesures conservatoires, les autorités se précipitent à désigner le personnel de santé coupable de négligence pour des calculs bassement politiciens. Pour ces agents de la santé, il faut être amnésique pour ranger aux oubliettes les sacrifices des blouses blanches travaillant dans des conditions difficiles depuis plusieurs années. Ces conditions difficiles ont pour nom insuffisance de personnel, surtout qualifié, surcharge de travail, manque d'équipement, mauvaise gouvernance, absence de motivation. Alors qu'on ne compte que 8600 agents de santé sur les 150 000 fonctionnaires du Sénégal. Ces syndicats de la santé, une dizaine, ont décrété une grève générale de 24 heures ce jeudi pour s'indigner contre ce qu'ils appellent un acharnement. Dr Haroun Diop est le chef du service soins et infirmier de l'hôpital Abass-Ndao. Il a profité justement de cette tribune pour évoquer les conditions de prise en charge des patients dans les structures de santé. Au-delà du travail sous pression, il peut y avoir des incompréhensions entre le patient et le soignant. Je propose de l'écouter. Dans notre système sanitaire, il y a ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Et dans la pyramide sanitaire, il y a des niveaux de prise en charge. Il y a le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central. Et si cela n'est pas connu par la population, des fois ça crée des problèmes d'accueil et d'orientation dans les structures. Par exemple, vous venez dans un hôpital où c'est la dernière référence, où l'hôpital attend les évacués, où l'hôpital attend les référés. Quelqu'un qui a mal à la tête ou bien quelqu'un qui vient pour faire un pansement est devant vous. Voyez ce que ça fait. L'incompréhension, ce que ça fait. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des machines. Et je l'ai une fois dit à quelqu'un qui était venu râler au niveau des urgences parce qu'il était venu pour amener son enfant qui est malade au moment où le personnel était en train de réanimer quelqu'un. Quand l'infirmière est sortie pour courir, et elle a disjoncté pour dire que pourquoi l'infirmière lui a dit parce qu'elle a amené son enfant qui est malade. Mais quand il a su que c'était pour réanimer quelqu'un qui est sur un lit de réanimation, alors que l'infirmière était partie chercher un appareil pour tester la glycémie, c'est par là qu'il a compris. Comprenez que nous n'avons pas le temps, ni la possibilité à chaque fois de venir vous dire, oui monsieur, il faut faire ça, alors que nous avons d'autres urgences.
Et ceci est pour les entreprises. La Caisse de sécurité sociale attire les attentions sur l'importance d'assurer à ses employés une sécurité sociale et surtout sanitaire. Beaucoup d'entreprises font fi de cela et les risques professionnels sont bien réels. Mamadou Si, Augustin Mandon, explication. Les accidents de travail sont de plus en plus visibles dans le secteur du bâtiment et travaux publics, les industries agroalimentaires et même dans le secteur du commerce. La Caisse de sécurité sociale est en train de travailler sur une cartographie des risques professionnels pour éviter les risques qui dominent dans le secteur d'activité des différentes régions. Nous avons des secteurs qui prédominent et nous pouvons citer le secteur des bâtiments et travaux publics. Nous avons le secteur des industries agroalimentaires, le secteur du commerce, les trois qui sont en tête de liste des secteurs pour lesquels nous avons le plus de dossiers d'accidents qui nous sont déclarés. La Caisse est en train de travailler avec tous les partenaires sur une cartographie des risques professionnels par secteur d'activité. Le système de management de la sécurité et santé fait face à un défi d'harmonisation dans certaines entreprises. Au sortir du mois africain de la prévention, des modèles de système de management de la sécurité et santé adaptés aux entreprises seront dégagés. Ce qu'on peut souligner en priorité, c'est que c'est un manque d'homogénéité, un manque d'harmonisation de cet outil du système de management que nous rencontrons dans les entreprises au Sénégal. Donc cet atelier, cette thématique nous permettra de dégager des profils, de dégager des modèles de systèmes qui peuvent être adaptés soit aux grandes entreprises, aux petites entreprises ou bien aux toutes petites entreprises. La gestion des risques dans le secteur informel demeure une préoccupation pour la Caisse de sécurité sociale. Des réflexions seront faites en ce sens. La sensibilisation pour une meilleure prise en compte du système de management de la sécurité et santé au travail va s'intensifier afin de permettre aux chefs d'entreprise de mieux prévenir les risques. L'autre titre de ce mercredi nous emmène à présent à Saint-Louis. La coordination des étudiants de l'université Gaston Berger campe sur sa position de guerre. Elle maintient le mot d'ordre de grève au lendemain des mises au point apportées par les autorités universitaires. Pour rappel, les cours vont se poursuivre pour ceux qui veulent étudier. Les transports aériens connaissent aussi quelques tensions, surtout avec la rupture annoncée dans l'approvisionnement des hydrocarbures. Les stations-service connaissent une assez forte affluence actuellement. Beaucoup d'automobilistes préfèrent prendre les devants pour éviter toute surprise. De reportage est signé à Medjouf. Le gasoil est en voie de pénurie depuis quelques jours. Une situation inacceptable pour ce vieux trouvé dans sa voiture. Et je vois que la station est bondée. Le manque de gasoil est inadmissible. Ce ne sont pas les particuliers seulement, les transporteurs, les conteneurs. Donc le transport des marchandises risque d'en pâtir. C'est un problème qui doit trouver une solution le plus rapidement possible. Avec cette pénurie annoncée, certains particuliers stockent du carburant pour éviter toute surprise. Notre interlocuteur ne le fait pas pour des raisons sécuritaires. Les particuliers ne peuvent pas stocker l'essence. C'est un problème de sécurité d'abord. Et ensuite, la vente dans des bidons est en principe interdite. Je pense que la solution, c'est l'approvisionnement des stations d'essence. Le trajet se poursuit dans une autre station. Pape Basal, il est hors de question pour lui de faire des réserves tant qu'il y a la possibilité d'en avoir encore dans certaines stations. Il y en a qui ont les moyens de mettre le réservoir au plein et même peut-être de mettre quelques réserves de côté. Mais les gens qui n'ont pas cette possibilité-là, ils sont obligés d'acheter au jour le jour. S'ils passent à une station-service, ils trouvent du carburant, ils achètent. S'ils ne trouvent pas, ils passent à une autre jusqu'à ce qu'ils trouvent le carburant. Cela risque de rendre plus compliquée la situation, explique-t-il. Ils peuvent réserver en pensant que ça suffira. Ça peut créer entre guillemets une inflation, ça peut créer un rush au niveau des stations-service. Mais ça ne règle pas pour autant le problème. On ne peut pas réserver 1000 litres
Le gasoil en voie de rupture a déjà des conséquences dans plusieurs stations-service de Dakar. C'est pourquoi certains particuliers ont pris leurs précautions pour stocker du gasoil. Et pendant ce temps, 26 entreprises du secteur des transports aériens ont reçu un financement, ou plutôt des financements estimés à 6,5 milliards de francs. Et ces financements devraient assurer la pérennité de ces entreprises afin de renforcer la position du Sénégal dans la sous-région. Les précisions du président du Crédit du transport aérien, Aliou Ning. Ce financement constitue la deuxième phase au niveau du transport aérien. Parce que rappelez qu'à la sortie de la pandémie de la Covid-19, le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait instruit le ministre du Tourisme de soutenir les entreprises. C'est dans ce cadre que le crédit du transport aérien a été mis en place. Et ce financement avait permis, cette mise en place avait permis de financer d'abord dans un premier temps, dans une première phase, les entreprises du transport aérien à hauteur de 4 milliards 500. Et aujourd'hui, donc c'est la deuxième phase. Donc cette phase est consacrée à la relance du secteur. Aujourd'hui, donc il y a une reprise du trafic du transport aérien. Et le ministre du Tourisme, M. Aliou Sarr, nous avait instruit très rapidement soutenir ces entreprises. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons organisé cette cérémonie pour remettre 6 milliards 500 de francs CFA aux entreprises du transport aérien. C'est des financements destinés aux investissements qui sont nécessaires aujourd'hui. Donc il faut le dire, aujourd'hui on est dans un pays, dans un domaine très concurrentiel et il fallait préparer les entreprises privées à aborder cette nouvelle phase de reprise du trafic aérien. Et le reste de l'actualité consacrée à cette formation des États membres du GIABA à Hambourg. L'objectif est de relever les défis sur les défaillances structurelles communes aux 17 pays membres. Montaga Khan et Mamadouba. Depuis 2007, le GIABA a enclenché un processus tendant à améliorer l'évaluation mutuelle des États membres eux-mêmes. Et nous avons constaté au cours de ce processus démarré depuis 2016 dans le cadre du deuxième cycle des évaluations mutuelles que nos États membres n'arrivent pas à participer activement à ce processus. Et nous avons cru devoir faire changer la donne en organisant cette session pour les outiller sur leur rôle et responsabilités dans le processus d'évaluation mutuelle, en espérant que lors des prochains processus d'évaluation mutuelle, que nos États membres vont contribuer non seulement par leurs commentaires au projet de rapport d'évaluation mutuelle, mais aussi participer activement lors des discussions et prendre les décisions qui s'imposent à l'aune des discussions qui ont été menées lors des réunions. Donc c'est un programme très important pour le GIABA qui lui permettra donc de renforcer les capacités des délégations des États membres aux réunions. Cette formation est si bien à propos que le terrorisme gagne du terrain dans la région. Et comme vous le savez, notre région fait face actuellement aux attaques terroristes et cela est dû essentiellement aux faiblesses de nos systèmes juridiques et institutionnels de lutte contre ces fléaux. Cette formation constitue une véritable opportunité pour la progression de la région, d'où l'importance de répliquer les décisions de ces travaux au niveau national. Quelques actualités internationales en images. En Côte d'Ivoire, l'actuel gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, Tiemoko Méliette Koné, a été nommé vice-président de la Côte d'Ivoire, un poste vacant depuis juillet 2020. Il a prêté serment aujourd'hui à Abidjan devant le Conseil constitutionnel, mais aussi devant le président de la République, Alassane Ouattara, du Premier ministre, des ministres d'État et des représentants du corps diplomatique ou des chefs traditionnels. Et puis au Niger, le ministre de la Communication, Mohamedou Zada, est en prison pour détournement d'argent avant son entrée dans le gouvernement. 3 milliards de francs CFA appartenant à la Société du patrimoine des mines du Niger, Sopamine, une société d'État qui dirigeait avant d'être nommé ministre de la Communication. La suite de cette édition.
Et la découverte de ce soir nous emmène juste à côté, à Guédiawaye, Ndiolofène, un quartier fondé en 1972 par des Sénégalais originaires du Jolof. Selon notre correspondant dans la banlieue, ce quartier est assez particulier. Boudandiak signe la découverte de ce soir. Regardez. Ndiolofène fait partie des quartiers les plus anciens de Guédiawaye. La majorité de ses habitants sont originaires du Jolof. 1972, le quartier Ndiolofène a été fondé en 1972. Et 1972, ce quartier faisait partie de Cheikh Wade avant qu'il y ait éclatement. Nos anciens se sont regroupés. Nous sommes tous issus du Jolof. Ici, pas de Baol Baol ou d'origine de Sine Saloum. Tous viennent du Jolof. Avant moi, éclatement. Dans ce quartier de Guédiawaye, les habitants ont un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Nos ancêtres étaient des hommes de Dieu. C'est pourquoi tu vois comment les gens sont attachés à la religion islamique. Moi qui vous parle, mon grand frère était l'imam de la mosquée. Au demeurant, nos habitations étaient en baraque. La première difficulté auquel les habitants sont confrontés reste l'anarchie. Voilà, maintenant les choses ont vraiment évolué. Tu vois, il y a trop d'anarchie, des places installées un peu partout avec un certain désordre. On sent que chacun fait ce que bon lui semble. Les riverains du quartier Ndiolofène sollicitent l'appui des autorités pour venir à bout de ce désordre qui règne dans leur quartier. Nous interpellons le maire pour combattre ce désordre parce que les chefs de quartier ont montré leurs limites. À cause de la cohabitation avec les gens du quartier, ils ne peuvent rien faire. Le quartier Ndiolofène à Guédiawaye fait partie de ces quartiers références en banlieue dakaroise. Le seul hic pour les habitants de ce quartier reste l'anarchie. On se quitte sur ces notes de découverte. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes et à demain pour le 19h45.